Kaohsiung en fin de journée sur la partie océan, la partie port. Et dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir qu'est-ce que ça donne Taïwan pour un digital nomade. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est compliqué? J'ai donné également un certain nombre d'éléments d'information sur les visas, le coût de la vie, qu'est-ce qui peut être bien. Ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une marche en fin de journée avec... Ah, ici c'est portuaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone est portuaire, mais si on va sur la partie arrière, en fait, il y a une île qui s'appelle l'île Sijin qui est située là. On peut la traverser en 5 minutes, on va en ferry, et derrière il y a une plage, pas pour se baigner, mais il y a une plage. Et là je vais aller en fait sur une autre plage qui est petite également. Température, on est dans les 25 degrés, un petit peu moins ici. Alors commencer, moi ça me convient bien en fait, dans le digital nomade, on est évidemment pas pour rester à l'année, mais pour venir de temps en temps, ça peut être de temps en temps, tu fais 1 mois, 2 mois ici, c'est agréable, ça permet de changer, et puis ça permet de voir vraiment des belles choses ici, des gens très sympas, très gentils, et puis vraiment un système de société qui fonctionne vraiment parfaitement bien de A à Z, en tout cas d'un point de vue extérieur, qui est vraiment extrêmement agréable pour marcher à droite à gauche. La première chose qu'il faut savoir, visa, on est à visa touriste, exemption de visa 3 mois. Donc 3 mois, en fait c'est pas mal, et puis ça tu peux le faire 2 fois par an. Alors, il me semble que les 2 fois par an c'est juste si tu restes 3 mois complets. Si tu fais tes 3 mois complets, en fait le refaire qu'une seule fois pour pas dépasser les 6 mois. Après si c'est par exemple des séquences d'1 mois, c'est je suis pas sûr, mais peut-être qu'on peut venir 1 mois, repartir 1 mois, revenir 1 mois, peut-être faire ça 3-4 fois par an, et ça peut ne pas poser de soucis. Voilà, bon, sur le principe c'est pas plus de 6 mois de toute manière, et si on fait vraiment 3 mois complets, ça sera que deux fois dans l'année. À peu près ce qu'il faut savoir pour ce type de visa. Est-ce qu'il y a des visas digital nomades? En fait, il y en a 2 qui sont pas forcément très faciles ou intéressants. En fait, il y a un visa qui est spécifique, en fait, qui est fait pour les, entre guillemets, pour les talents, donc pour les étrangers. Et en fait, ils ont une case digital nomade. Alors, il y a des panneaux. En fait, ils ont une case en fait digital nomade qui a d'ailleurs été ouverte. En Suède, quand tu veux prendre le visa, tu as des cases digital nomade. C'est génial. Il y a par exemple une case digital nomade, et c'est un visa, j'ai oublié le nom, c'est un visa spécifique. Et en fait, ce visa là, il faut que tu prouves que tu gagnes plus de 5 000 € par mois sur une année calendaire, donc ça fait à peu près 60 000 € par an. Et si tu prouves que tu as plus de 60 000 € par an, en fait, tu te donnes directement le visa et tu peux rester à l'année. Et en restant à l'année, tu peux également avoir accès à la sécurité sociale taïwanaise, même si tu parles pas forcément chinois. Donc ça, c'est pas un type de visa, mais voilà, c'est 6 000 € par mois. Donc c'est faire les 6 000 € par mois qui permet de rester à l'année. Ensuite, ils en ont ouvert un deuxième, en fait, il y a très peu de temps. Et ce deuxième, en fait, il y a très peu de temps, il est un petit peu différent. Ça veut dire que si on a plus de 30 ans, c'est de rester en fait 6 mois d'affilée. C'est un petit visa digital nomade qui permet de rester 6 mois d'affilée sans avoir à sortir. Et si on a plus de 30 ans, c'est faut justifier de plus de il me semble que c'est 4 000 € si on a plus de 30 ans, et si on a plus de 20 ans, c'est de 20 à 30 ans, en fait c'est 2 000 €. Et ça permet en fait de rester 6 mois d'affilée sur le territoire. Est-ce que c'est intéressant? En fait, c'est pas forcément intéressant, pour la simple et bonne raison qu'on peut venir en exemption de visa 3 mois. Ça ferait juste éviter de sortir, donc c'est pas forcément très intéressant plus que ça. Voilà ce qu'il faut savoir en termes
En termes de visa, si on veut travailler par exemple en ligne, donc à moins vraiment de vouloir s'installer à l'année, bon, en général les visas touristes fonctionnent très bien ici, sauf si vraiment on a un projet long terme. Dans ce cas-là, si on a un projet long terme, c'est un petit peu différent, là il faut aller chercher un petit peu plus loin, par exemple. Ensuite, le coût de la vie, en fait, comme je l'ai expliqué, le coût de la vie est extrêmement attractif. Ça veut dire que en fait, c'est quasiment le seul pays, je dirais le seul pays où, avec un bon niveau de vie, vraiment un très bon niveau de développement, les choses propres, niveau de sécurité maximum, avec toutes ces choses-là. En fait, avec toutes ces choses-là, tu as un coût de la vie qui est extrêmement attractif, qui ne peut pas être moins cher par rapport à tout ça. Donc, si tu fais une comparative de tout ce que tu peux obtenir, voilà, en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes de vitesse des gens, en termes de tout ça, tout ce que tu peux obtenir en comparaison du coût de la vie, tu peux en fait, je pense que c'est impossible de trouver un pays où le prix est aussi attractif par rapport à ce que tu as. C'est un pays comme Taïwan, c'est en termes d'infrastructure, de machin, tout ça, c'est pas l'Europe de l'Est, hein, c'est au-dessus, hein, c'est quand même bien au-dessus, bien au-dessus. Et bien évidemment, tu n'as pas les problèmes que tu as en Occident. Donc du coup, le coût de la vie en fait est super intéressant par rapport à tout ce que tu as. C'est un peu plus cher qu'en Asie du Sud-Est, mais pas beaucoup. Et surtout en fait, si tu vraiment connais en fait un petit peu les endroits, que tu as une routine en fait, ça change vraiment pas grand chose, ça sera un petit peu plus cher sur le logement ici. En termes de sécurité, c'est top, quasiment dans le pays le plus sécuritaire au monde, même si tu peux marcher n'importe où, n'importe quand, où tu veux, il n'y aura jamais de problème. Tu peux laisser tes affaires n'importe où. Bon, moi les cafés, il y a des cafés qui sont un petit peu ouverts sur des bibliothèques. À chaque fois je laisse tout de A à Z, je laisse même la sacoche, le portable. Je vais aux toilettes, je fais un petit tour, 10 minutes, je reviens, bien évidemment tu n'as jamais rien, tout le monde laisse ses affaires comme ça à droite à gauche, il se passe strictement jamais rien. Donc c'est agréable. Et ça change la vie, sur pas mal de choses. En manière générale, l'Asie est bien par rapport à tout ça, un petit peu partout, mais ici c'est le niveau, je dirais, optimal. Voilà. Ici je dirais qu'avec le Japon, c'est le niveau optimal de sécurité, de pouvoir laisser ses affaires à droite à gauche. Et disons que la différence avec le Japon, c'est que c'est un petit peu plus souple. C'est que tu es dans un système un petit peu plus souple. Ça veut dire que voilà, tu as quand même moins de règles, tu as quand même moins de trucs. Donc c'est un petit peu plus souple. Même quand tu es un étranger, voilà, tu n'as pas à te poser la question dans un restaurant, c'est quand même plus, plus souple, c'est plus relax. C'est aussi un avantage. Endroit où aller, grosso modo, en fait, tu as 4 villes. Après, tu peux aller dans des villes plus petites, mais en fait, pour un étranger si on parle pas ou très peu le chinois, que vraiment on reste sur de l'anglais, là, si on sort d'une ville, ça sera très très compliqué. Déjà dans une ville là comme Kaohsiung, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu as énormément, la majorité des menus sont en chinois. Donc par exemple, il faut prendre l'application et puis les traduire. Des fois, il y en a quelques-uns qui sont en anglais, mais très souvent, c'est en chinois et les menus ne sont pas traduits, ce qui est logique. On n'est pas sur une place vraiment touristique, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau des menus. Donc, en fait, il y a 4 villes principales, donc ça va être Taipei, Teizhou, Tainan, Kaohsiung. Et sur les 4, en fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, ma vie préférée, c'est Kaohsiung, mais voilà, chaque ville a des charmes un petit peu différents, les tailles sont légèrement différentes, les infrastructures sont un petit peu différentes également d'une ville à l'autre. En général,
façon générale, Taipei, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qu'il y a de plus... où il y a le plus de monde en fait. Et un endroit comme Kaohsiung, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour marcher, faire du vélo, vivre vraiment très très aéré avec plusieurs coins. Tainan, c'est ça manque en fait un peu d'infrastructure à Tainan. Pour se déplacer, c'est un petit peu plus limite, mais c'est très joli. Et Taichung, c'est pareil, Taichung c'est un petit peu moins bien au niveau des infrastructures pour se déplacer. Et je trouve la location pas forcément terrible, mais ce n'est que mon avis. Après, tous les endroits sont bien. Donc là, ici, là par exemple, on est sur la partie en fait étudiante. Moi j'aime bien le cadre étudiant. C'est vraiment très sympa. Donc il y a la petite... Voilà, donc là par exemple, ici c'est vraiment un endroit super sympa. Donc il y a les collines derrière, ici. Là il y a un endroit sport. Ça c'est vraiment la partie étudiante. Et puis derrière, pareil, il y a l'océan. Ici. Donc bien évidemment pas de plage paradisiaque. C'est pas grave quand on se baigne pas de toute manière. En fait les plages, moi je me baigne jamais. Et puis les plages paradisiaques comme tu vois en Thaïlande, tout ça, en fait c'est pour voir en fait souvent des touristes bof qui se prélassent toute la journée sur une plage. Pas forcément top à voir, donc c'est pas forcément gênant. Donc voilà, donc il y a plusieurs villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on sort de Taipei, en fait, le logement descend, on va dire, radicalement en termes de coût. Après, le reste sensiblement pareil, mais voilà, coût de la vie en fait est très abordable à partir du moment où on a un logement qui est correct. Le problème qui se pose, c'est que quand on est digital nomade, c'est pas évident de trouver voilà, un logement, parce que les Airbnb, c'est pas... Je sais même pas si c'est hyper légal ici. Je crois que c'est pas terrible ici. Bon, il y a quand même des Airbnb, il n'y en a pas forcément beaucoup. Après on peut passer via un site. Sinon il y a les hôtels ou des services appartements. Mais voilà, c'est pas très facile en fait de trouver des logements ici. Moi d'ailleurs en fait quand je veux venir ici, d'abord je sélectionne le logement et après je décide de quand je pars. Parce qu'en fait je vais partir en fonction de si je trouve pas un logement. Sinon c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Alors, cet endroit-là, il est calme ici. Donc ici c'est l'endroit étudiant. En fait ça c'est l'exemple typique du type d'endroit où je me lasse absolument pas. Je suis venu ici la première fois, c'était en 2018 et je m'en lasse toujours pas. C'est toujours aussi agréable, c'est toujours un bonheur. Il y a quelques endroits, des fois, sur des zones spécifiques qu'on apprécie énormément, et dès qu'on revient, c'est toujours un bonheur. Dès que je reviens là, en fait, la première chose que je fais, c'est je viens à cet endroit. Je me fais ma marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en dehors également? Pour un digital nomade, en fait, tu veux venir à Taïwan, c'est mieux de sélectionner en fait des saisons qui soient pas trop mal. Ça varie en fait du nord au sud. Je dirais concrètement, le mieux c'est de venir au printemps, de très loin, parce que le printemps, ça permet quoi? Ça permet de ne pas avoir de chaleur étouffante et en général du beau temps. En général du beau temps, surtout sur la partie sud. La partie sud en général, c'est pas de chaleur étouffante, il fait bon et en plus en fait il fait beau. Donc vraiment c'est top. Et automne, ça peut se faire aussi vers octobre-novembre, plutôt la partie novembre. Et en plus de ça, là, on a en fait des couchers de soleil qui sont assez... qui sont vers 6h30 à peu près, 18h30. 18h30. Si on est sur la partie novembre, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Il fait nuit un petit peu plus tôt. Et on a un coucher de soleil à Kaohsiung, par exemple. Sur cette partie. Là, je vais aller sur une petite partie plage qui se situe là-bas. Ça, c'est la partie étudiante. Si je retourne ici. La meilleure période pour venir, effectivement, ça va être, je dirais, le mars, avril, mai, c'est bien. Le mars, avril, mai, c'est bien.
Faut éviter la pleine saison des pluies vers août-septembre. Et puis après le plein hiver, en fait le problème du plein hiver c'est que suivant les endroits ça peut être un petit peu pollué et un air stagnant qui n'est pas forcément terrible. Ça c'est première chose. Et deuxièmement, à coucher de soleil c'est beaucoup plus tôt également. Ça on n'en parle pas souvent, mais voilà, quand là il fait nuit vers 18h30 à peu près 18h30 c'est agréable. Quand en hiver vers 16h30 ça commence vraiment à descendre rapidement, ça raccourcit un petit peu les après, mais c'est dommage. C'est dommage. Alors quand on travaille en ligne, Wi-Fi ça donne quoi? C'est moyen, c'est pas trop mal, c'est pas exceptionnel. Le Wi-Fi en général dans les endroits ou bien dans les c'est pas trop mal, mais c'est quand même pas exceptionnel effectivement. Mais on va dire que c'est intermédiaire. Alors je vais aller simplement sur la petite plage qui est située là-bas. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas long non plus, c'est moyen, on va dire que c'est moyen. Sur l'endroit, ça dépend un petit peu. Alors on va aller sur notre plage, le sable noir. Donc les plages ici sont du sable noir. C'est pas des plages qui font rêver, mais comme je dis en fait, si ce qu'on aime c'est marcher et simplement voir l'océan et pas se prélasser, effectivement ça fonctionne vraiment très bien. Je dois m'en descendre en fait, à ce moment-là le temps est vraiment bon. Mais quand on est par exemple, si on vient ici par exemple en juillet, voilà, on est à 35 degrés, très forte humidité, du coup il peut faire vraiment très très chaud. Ici. Quand même avec un beau coucher de soleil sur cette zone. Pas beaucoup de monde, c'est bien aussi, c'est jamais blindé. Là, il est vendredi fin de journée.